Deuxième interview avec Galax, le king du retail arbitrage. J'ai fait une interview de Galax il y a quelques années, tu peux retrouver ça en description. Et dans cette vidéo, Galax se confie encore plus en livrant un max de conseils et surtout des petits détails croustillants. Alors petit spoiler, Galax est toujours vendeur sur Amazon. Il fait uniquement du retail arbitrage et il n'a toujours pas lancé son private label. Et la chose que tu dois retenir et qui est la plus intéressante à mon sens, c'est que après encore une fois plusieurs années de vente de retail arbitrage de produits comme des crèmes Nivea, comme des gels douche, des produits de cosmétiques et des produits courants du quotidien, même des produits ménagers, et ben Galax continue à vendre sur Amazon. Il a une trésorerie qui est vraiment saine de plus de 20 000 euros, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est entre guillemets un message à tous ceux qui disent que le retail arbitrage ça fonctionne pas. Là, n'importe qui, j'ai même envie de te dire, c'est même un imbécile pourrait faire ce que Galax fait, parce qu'il suffit de sourcer correctement les produits et tu verras que c'est un business model très intéressant. Et je te laisse écouter et visionner cette vidéo parce que tu vas apprendre pas mal de choses sur le retail arbitrage. Alors moi c'est Jérôme Scat, je suis vendeur sur Amazon depuis 2015 et j'accompagne les vendeurs à vendre plus et surtout mieux sur Amazon et sur les différentes marketplaces. Si jamais tu es intéressé, j'ai tous les liens dans la description et je pense que tu pourras trouver ton bonheur, donc check la description et je te dis bon visionnage pour cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Galax. Salut Galax, comment tu vas? Salut Jérôme, ça va très bien. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Donc, on avait fait une première interview en juin 2021 et je t'avais Exactement. proposé qu'on se retrouve un an après. Bon, finalement, c'est un peu plus qu'un an avec tout ce qui s'est passé et c'est justement le but de cette interview, c'est de nous raconter tout ce qui tout ce qui t'est arrivé dans ton business depuis ces quelques années maintenant, donc quasiment 2 ans. Donc, à mon avis, il y a énormément de choses à dire. Je sais pas si on aura le temps de tout traiter, mais voilà, vraiment voir entre guillemets ton évolution et puis ce qui s'est passé pour ton business Amazon FBA. Est-ce que ça te va? Et ça me va très bien. En quelques secondes, peux-tu te représenter rapidement et pour ceux qui auront envie d'aller beaucoup plus loin, je les inviterai à écouter le premier épisode de ton interview, mais voilà, juste faire un petit récap de ton parcours et de ce que tu as fait sur Amazon FBA, de ton parcours, etc., etc. Mais vraiment en 30 secondes. Ouais. Donc je m'appelle Galax, hein, c'est mon vrai prénom. C'est comme ça que se nomme ma boutique, ma société. Donc je joue un petit peu sur ce prénom un peu particulier. Et ça fait depuis 2017 que je vends sur Amazon. Donc en 2017, hein, il n'y avait aucune formation qui existait, ni rien. Donc il a fallu un petit peu que je me débrouille avec les moyens du bord, notamment des vidéos américaines. Et puis donc je continue là toujours en 2024. Où je suis moins à la course parce que je prends un peu de la bouteille, donc je suis moins à la course au chiffre d'affaires, mais je suis plutôt sur une ligne constante qui marche très bien. Donc j'ai une trésorerie qui me permet d'être assez à l'aise. Et puis voilà, en gros. C'est clair. Donc, j'ai envie de te poser une question, mais en même temps, tu viens d'y répondre. Est-ce que c'est toujours intéressant de vendre sur Amazon en 2024? Alors oui, c'est intéressant. Mais depuis 2017, il y a énormément de choses qui ont changé. Je sais pas si tu te rappelles, mon budget de départ en 2017, c'était 150 euros. Hein. Moi, j'ai commencé avec 150 euros. J'ai acheté des mangas d'occasion sur le Bon Coin et que j'ai acheté 80 centimes l'unité que je revendais jusqu'à 25 euros. Donc, c'était plutôt pas mal. Bon, à savoir qu'à cette période-là, bon, comme aujourd'hui, hein, le Amazon était gratuit. Jusqu'à 30 ventes, on payait 1 euro par vente. Mais il n'y avait pas toutes ces contraintes. Tipa était gratuit à cette époque également. Aujourd'hui, il est payant. Euh, Amazon est beaucoup plus regardant sur les vendeurs. Hein. Il semble même que maintenant, il y a un entretien vidéo pour pouvoir devenir vendeur sur Amazon. Donc, il y a plus de complexité. Est-ce que c'est toujours rentable? Oui, clairement. Mais le budget de départ, c'est plus 150 euros. Là, faut être tout à fait honnête. À mon avis, pour bien démarrer, et là, je vais faire peur à certains, mais ça, c'est la réalité, il faut au moins 3 à 4 000 euros pour être à l'aise, Même en retail? même en retail. Ok. Pourquoi? Parce que beaucoup de concurrence,
Moi, quand j'ai commencé, il y avait très très peu de concurrents hein, sur les produits. On était une poignée en France hein, à faire du retail, hein, donc c'était pas très très compliqué en fait. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Malheureusement, il y a aussi des vendeurs qui sont mal formés, qui oublient de calculer leurs marges ou qui ne les calculent pas du tout ou ne font pas attention. Donc ça peut être une contrainte. Donc quelqu'un qui prend un stock qui va durer un peu trop longtemps dans le temps, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, pour être à l'aise, je pense qu'un budget de 3 000 à 4 000 euros, c'est plutôt pas mal. Quand reviennent les abonnements tous les mois et qu'on n'a pas vendu parce qu'on n'est pas assez formé pour X raisons, ça peut devenir très très compliqué. Et puis très vite, on peut perdre le moral et c'est pas bon dans le business du commerce. Alors moi, je suis totalement d'accord avec toi à un chouï près, c'est que je pense aussi qu'il faut avoir un budget de 1500, 2000, 3000, voire 5000 euros pour faire quelque chose de correct. Mais par contre, ça, c'est si tu veux faire quelque chose de professionnel. Je pense qu'avec 100 ou 200 balles, tu es capable quand même de faire tes premières ventes et de voir si ça fonctionne. Pour Tu vois? tester le marché, oui, pourquoi pas. Voilà, exactement. Donc, Ouais. c'est juste une petite nuance que j'aimerais dire par rapport à un autre business où tu es tout de suite obligé de mettre 5, 10, 15. Tu vois, ton premier business, ça a été une ambulance. Je pense pas que ton premier business, tu as réussi avec 150 balles, tu vois. Ouais. Alors que, enfin, tu es venu avec 150 balles pour monter un business d'ambulance. Par contre, sur du retail, tu es capable, avec quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, de commencer. Mais ce que je dis tout le temps, juste après, toi, c'est une virgule, tu seras pas millionnaire ou tu ne vivras pas ou Non. tu ne pourras pas te prendre de salaire. Oui, non, non, tout à fait. Oui, oui, pour tester le marché. Si tu veux, la contrainte pour dire je vais en vivre me semble compliquée avec une somme si dérisoire parce que il va falloir augmenter la trésorerie. Euh, Beaucoup de produits sont strikés par Amazon, demandent des autorisations. Dans la composition des produits, il y a certains produits qui sont interdits. Ça, Amazon ne le précise pas, mais quand tu envoies 150 balles de marchandises au tout début et qu'Amazon te dit bah, on vous le renvoie parce qu'il y a un produit interdit, c'est compliqué quoi. Le business de retail, si tu veux, on peut pas se contenter d'un seul produit. Faut avoir un catalogue beaucoup plus étoffé. Pourquoi? Parce que quand un produit marche mal, un autre va couvrir le risque, si tu veux. Et puis, il faut avoir des produits avec de la forte marge ou alors avec de la forte vélocité, tu vois. Donc, il faut avoir un catalogue assez important pour que ça fonctionne. Euh, voilà, donc 150 euros, ça peut, si tu veux, ça peut amener à baisser les bras en fait. Que en partant direct avec un budget quand même, alors c'est peut-être 3000, c'est peut-être un peu trop important, mais en ayant un budget qui permet d'avoir un catalogue quand même à peu près étoffé dès le début, ça encourage pour la suite. Tu vois, tu as deux, trois produits qui sont refusés ou alors tu t'es planté pour X raison. Voilà, c'est pas très grave parce que les autres produits vont couvrir le risque. Mais c'est mon avis, hein, encore une fois. Hein, Non, je non, mais je pense suis qu'encore totalement d'accord. aujourd'hui, des personnes très motivées ont commencé avec peu et réussissent. Encore Donc, une fois, je suis totalement d'accord avec toi. Après, encore, c'est juste quelques petites nuances. Et je pense qu'il vaut mieux se planter avec 150 balles plutôt qu'avec 3000 balles pas sur faux. les bras. Est-ce que tu peux nous rappeler et définir ce que c'est que le retail arbitrage? Alors, le retail l'arbitrage, et online l'arbitrage, hein, c'est à peu près similaire. C'est alors pour le retail, aller dans les magasins physiques, donc repérer les produits qui peuvent potentiellement se vendre sur Amazon ou sur autres marketplaces comme eBay. Enfin bon, notamment en ce qui nous concerne, nous c'est plus Amazon parce que ça reste c'est international. L'arbitrage, c'est la même chose, mais sur des sites internet de vente. Donc ça peut être la Fnac, ça peut être Ikea, ça peut être même des petits sites indépendants. Il y en a en réalité, il y en a des tas. Hein. À partir du moment où on arrive à trouver le produit qui peut se vendre sur Amazon, tout est ouvert, quoi.
C'est clair. Donc en fait, c'est de l'achat en revente, c'est du commerce traditionnel. Seulement, Exactement. on va se baser sur Amazon ou sur une autre marketplace pour Voilà. revendre nos produits. Et C'est de l'arbitrage, hein. Et donc, contrairement au dropshipping, par exemple, le stock, on l'a physiquement. Euh, on a le stock, donc ce qui facilite quand même l'accès pour faire du FBA avec Amazon. Donc FBA, euh, on contrôle la marchandise, on expédie vers les entrepôts d'Amazon. FBM, on a la marchandise, on envoie directement vers le client. exactement. Et tu fais bien de le préciser. Et juste avant de commencer l'interview, tu me disais que toi, tu fais exclusivement du FBA, donc du FBA. Mm. Donc c'est du expédié par Amazon versus FBM, donc Fulfilled by Merchant, expédié par le vendeur. Et tu me disais que eux, et surtout les débutants qui font du FBM, donc qui expédient eux-mêmes à chaque fois qu'ils ont une notification comme quoi leur produit est vendu par Amazon, ils doivent Mhm. l'envoyer eux-mêmes. Eh ben, c'est dangereux pour leur compte et c'est même dangereux pour leur business. Voilà. Est-ce que je peux Ouais, ouais, tout à fait. Le problème du FBM, alors notamment et surtout pour les nouveaux vendeurs, bon déjà c'est que Amazon exige maintenant une preuve de livraison. Hein, donc il faut avoir un numéro de suivi, etc. Et c'est surtout le gros problème, c'est la pénalité A à Z en fait, hein, ce qu'ils appellent A à Z, c'est la réclamation client. Et ça pour un nouveau vendeur, c'est quasiment synonyme de fermeture de compte. Le nouveau vendeur qui a une A à Z dès le début, c'est foutu quoi. Ça peut pas, ça continuera pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors après, il y a des très très grosses sociétés en FBM. Je pense à S-Discount, qui est un des plus gros sur Amazon, qui fonctionne très bien. Mais encore une fois, les pénalités sont couvertes par les autres produits qui se vendent. C'est la quantité qui fait que leur compte est couvert. Mais au début, si vous n'avez pas la quantité, c'est compliqué. Même un vendeur qui a un peu de bouteille, euh, et qui se prend une A à Z, son compte est complètement flagué par Amazon. C'est-à-dire que c'est plus de buy box pendant X temps. Donc, ça peut flinguer clairement un commerce en ligne. Donc, pour moi, j'ai fait le choix de faire que du FBA parce que c'est plus sécure et dans le temps. Et de toute façon, tout vendeur qui a un peu de bouteille, et ça tu le sais, Jérôme, c'est qu'il faut faire le maximum pour se couvrir. Alors, la prise de risque, elle est importante dans le commerce, hein, d'achat et revente. Ça, c'est normal. Mais on s'amuse pas avec Amazon. On joue pas avec Amazon. Euh, Si on vous dit interdit, faut pas faire. Faut pas faire parce que Amazon, c'est pire qu'un État en réalité. C'est que s'ils ont clôturé votre compte et que vous estimez que c'est pas juste, eh ben va falloir prouver que c'est pas juste. Et là, c'est compliqué parce que vous aurez personne physique pour vous écouter. Il va falloir faire un plan d'action et s'il est mal monté, de toute façon, on comprendrait pas pourquoi. Donc il faut avoir un compte nickel en fait. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est simplement que si on se prend une réclamation et qu'on a 2, 3 ou 4 commandes, en fait, notre ration est de 50, 60, 80, 80%. Alors que si tu le dilues sur des centaines, voire des milliers de commandes quotidiennes, Exactement. forcément, tu as une pénalité qui est diluée et ton ratio, il est de 0,80, etc., etc. Et en fait, il faut vraiment faire attention. Et je pense, en plus, que de faire du FBA, c'est pas très contraignant parce que dans tous Non. les cas, c'est pas parce que tu as envoyé tes produits chez Amazon, dans les entrepôts d'Amazon, que tu ne peux pas le récupérer si vraiment Tout à tu en as fait. envie. Tout à fait. Et puis en dehors de ça, si tu veux, quand tu fais du FBM avec du gros volume, bon, généralement, si tu as une équipe, tout se passe bien. Mais il faut bien comprendre que envoyer ne serait-ce que 50 colis par jour, c'est hyper chronophage, quoi. Alors que préparer une expédition, si tu veux, tu vas mettre 100 unités dans 5 cartons, ça reste beaucoup plus facile. C'est au niveau du temps, ça demande une organisation, mais c'est jouable. Envoyer une cinquantaine de produits dans des destinations différentes, même en utilisant des services comme Chronopost qui viennent chez toi, non, ça reste hyper compliqué. Sauf en ayant une équipe, mais au début, on commence pas avec une équipe, c'est pas vrai. C'est assez compliqué de commencer dès le début avec une équipe et je suis Mais d'accord bon. avec toi.
Moi, j'ai travaillé chez Recyclivre, je sais pas si tu connais. Ouais, euh, tout à fait. le numéro 2 des vendeurs juste après Momox et Mhm. sur Amazon France. Et j'ai été dans leurs entrepôts. Je vais essayer de mettre au montage quelques photos et Ouais. quelques vidéos. En fait, ils ont une logistique de fou furieux parce que tous les jours, ils envoient 5, 6, 7, 10 000 livres par jour. Mhm. C'est juste un mastodonte. Et eux font du FBM parce qu'en FBA, ça leur coûterait beaucoup trop cher Bien et sûr. parce qu'ils ont 1 million de livres en stock et ben ça, il n'y a pas forcément 1 million de. Enfin, tu vois, ça tourne. Donc au bout Ouais, d'un ouais. moment, ils ont pris le pari et ça fonctionne correctement de faire du FBM et voilà. Pour parler sur une équipe, est-ce que toi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu as une équipe? Non, je travaille tout seul, moi. Ah, Pour plein de raisons, parce que j'ai déjà une expérience d'avoir des salariés. Pour moi, en France, c'est compliqué. C'est mon point de vue, hein, mais c'est compliqué. Les lois du travail font que euh, bon, il y a une forte activité, tout va bien. Il y a une baisse d'activité, ça devient un peu dangereux. Je pourrais prendre aussi des prestataires. Après, moi, comment tu sais, Jérôme, moi j'ai deux activités, hein. Je travaille aussi dans les TGV, donc j'ai pas changé. J'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est que au début, je courais après le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai plus cette vision de courir après le chiffre parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, ça veut absolument rien dire. La seule chose qui est importante, c'est le cash flow, c'est la trésorerie. Et ça, je le répète à chaque fois. La trésorerie, quand tu as une trésorerie roulante à 20 000 euros, quand tu es tout seul, tu peux te permettre de prendre tous les risques que tu veux. Parce que si tu prends un gamin, c'est pas très grave. La prise de risque, elle sera couverte par les autres produits, par ton catalogue. Ça te permet de te couvrir un salaire assez facilement. Moi, j'ai un fonctionnement qui fait que quand ma trésorerie est à l'aise, je suis au-dessus, par exemple, des 20 000, je vais acheter beaucoup de stock. Si je vois que ma trésorerie commence à descendre en dessous de 20 000, j'arrête d'acheter, je me mets devant l'ordinateur, je regarde ce qui va pas. Il y a toujours des petites conneries à réparer. J'essaye de récupérer du stock. Imaginons que j'ai un stock qui arrive quasiment à 9 mois. Eh ben, je vais le vendre à mon prix coûtant pour essayer de recouvrir ma trésorerie, tu vois. Et donc, je suis moins. À l'époque, j'avais dû dire, je devais tourner à peu près à 40 000 euros par mois en chiffre d'affaires, ce qui est pas mal, hein, ce qui est très bien. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire quel chiffre je fais. Par contre, je suis capable de te dire ma trésorerie est saine. ok. Tu disais que tu faisais 20 000 € par mois dans la première interview, donc en juin 2021. Ouais, et j'étais plus à 40. Ah, ok. Donc c'était passé. Mais j'ai D'accord. jamais été trop, enfin voilà, j'ai jamais été trop à cheval sur le chiffre d'affaires. Comme je te dis, le chiffre d'affaires, si tu vends ton stock à prix coûtant, tu peux faire un énorme chiffre d'affaires. Mais c'est pas ça qui fait le bénéfice, tu vois. Et puis il y a un moment où comment, si tu veux, quand tu as un gros catalogue, il y a des choses qui te vendent, il y a des choses qui se vendent un peu moins. T'as des fortes marges, t'as des fortes vélocités, mais il y a un moment, si tu veux, le stock Amazon, lui, il le conserve pas éternellement. Au bout de 9 mois, maintenant, il faut le rapatrier. Donc, il faut aller très vite. Voilà. C'est pour ça que le chiffre d'affaires, ça a peu d'importance en fait, hein. Mais la trésorerie, elle doit être saine. Totalement d'accord avec toi. Du coup, moi, j'avais deux questions, mais tu viens d'y répondre. C'était, est-ce que tu fais toujours de l'intérim dans les bars TGV? Et la deuxième question, c'était, est-ce que tu prends enfin un salaire sur ta société? Alors, oui et oui. Donc, oui, je suis toujours dans les TGV, bar, parce que c'est un truc qui me plaît en fait. Et en fait, la double casquette me plaît. Moi, quand je rentre dans un TGV et que je vends dans un TGV, je m'éclate en fait. Euh, et tant que je m'éclate, je reste. Quand je fais de la chasse magasin ou sur Internet pour des produits, je m'éclate aussi. Et le jour où il y a un des deux où ça me plaît plus, j'arrête. Je fais autre chose. Je sais faire autre chose, donc j'aurais aucune hésitation à arrêter. Mais pour le moment, ça me plaît. Donc, si tu veux, voilà. Mais tu sais, le retail, tout le monde se fait. D'ailleurs, pour le PL, c'est pareil, hein. Tout le monde croit faire des fortunes, hein. En fait, les gars, ils arrivent avec un esprit où ils disent je vais gagner 100 000 euros par mois. Euh, non, non, redescendez, les gars. Non, non, si vous faites un salaire, déjà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai cette chance de faire un salaire dans les TGV
Et j'ai la chance de faire un deuxième salaire avec le retail. Mais pourquoi? Parce que ma trésorerie est saine, si tu veux. Quand tu as une trésorerie de 20 000 euros, tu peux te permettre de te faire un salaire. Il n'y a aucun problème. Donc j'ai deux salaires aujourd'hui, mais c'est pas des salaires extravagants, si tu veux. Je suis pas, je dois dépasser un peu à peu près les 3 000, tu vois, par mois, en liant les deux. Mais par contre, je bouffe de la vente du matin au soir, tu vois. Et 3 000 euros. Alors toi, Luxembourg, ça va pas te parler, mais en France, 3 000 euros, c'est un salaire qui est très, très confortable. Après, j'ai mes frais qui sont couverts, etc., etc. Donc si t'amènes avec les frais couverts, on monte un peu plus. Donc, moi, je suis au confort. Aujourd'hui, je peux me permettre de voyager un peu plus que je le faisais avant. Mais voilà. Mais jamais je me suis mis dans la tête, je vais gagner 100 000 euros par mois. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que déjà, je suis tout seul. Donc, il y a un moment, faut être réaliste, si tu veux. Mais si tous ces jeunes qui arrivent et qui commencent à faire du PL, du retail, de l'online, se mettaient moins un peu la pression là-dessus, je pense qu'ils réussiraient un petit peu plus. Parce que pour eux, c'est voilà, t'arrives vente en ligne, c'est les gros salaires, c'est pas vrai, c'est faux. Alors, j'aimerais vraiment rebondir sur 2 ou 3 choses que tu viens de dire, Galax, parce que c'est aussi pour ça que je t'apprécie beaucoup. C'est parce que faut arrêter un petit peu de vendre du rêve. Même s'il y en a qui font des chiffres mirobolants, tu vois, je pense à Osei TV, à Julien, Oui, je pense à d'autres que je vais pas citer parce que je les aime pas trop, mais Julien, je l'apprécie vraiment. Et il fait des bons chiffres, il a sorti l'épingle du jeu dans son business Amazon, dans son private label, etc., etc. Mais il y a un moment où il a commencé et qui faisait 1000 balles par mois, tu vois. on Donc, est d'accord. et il faut pas voir tout de suite comment dire ces gens qui sont là depuis 2016, depuis 2015, je crois que Julien a commencé. Ils ont commencé à un moment à faire une commande par jour, une commande par Mmh, mois, et c'est comme ça qu'on commence. Et si, comme tu le disais, on a arrêté de se mettre un petit peu la pression à viser tout de suite les 100 000 balles, sinon je suis une merde, sinon j'ai pas réussi, sinon faut arrêter. Je suis désolé, mais là 3 000 balles par mois, même au Luxembourg, je suis désolé, mais c'est un salaire correct. En plus, tu es tout seul, t'as pas d'emmerde. En plus, tu peux voyager comme tu veux. exactement, En plus, tu peux, si un jour t'as pas envie de bosser, tu peux ne pas bosser. Il me semble que tu es Malois, donc Saint-Malo, tu vas à la plage quand tu veux. Tu as envie d'aller boire un café en front de mer, t'as pas besoin voilà. exactement. Tu vois, je suis allé me faire un tatouage il y a quelques jours, j'ai pas pris congé. Bah J'ai oui, été me faire les dents, j'ai pas pris congé. Mon fils était malade, j'ai pas pris congé. Putain, mais ça vaut un pognon fou. Et quand je vois, moi, tous les parents qui déposent les enfants, qui sont en stress parce que si jamais ils partent pas dans les 2 minutes, ils vont se prendre les bouchons. Je peux te dire que le gosse, c'est pas la même pression que mon fils. On s'en fout, hein, on est tranquille. Moi, voilà, t'es malade, tu vas pas à l'école, je reste là à la maison. Moi, j'ai perdu mes 2 parents. Il y a personne qui peut me garder mes enfants si ouais, moi ouais, je vois, c'est tous les grands-parents qui élèvent les gosses quasiment. Et ça, franchement, c'est un luxe que si tu étais salarié traditionnel, même si tu gagnes 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, sincèrement, je pense que ce luxe-là, je pourrais plus revenir en arrière et voilà. J'ai même envie de te dire, tu vois, si demain, où on accompagne un électricien ou un maçon, ou un métier quand même assez pénible, assez difficile, tu vois, mmh, ou même quelqu'un à l'usine. Putain, mais faire le même salaire en étant dans ton canapé à faire du retail ou du private label, t'as déjà tout gagné, je pense. ah mais complètement, complètement. Mais même si tu veux, tu vois, je vais te donner un exemple tout à fait réaliste. Un gars qui gagne le SMIC, qui a 35 heures par mois, par semaine, s'il fait un peu de RA et qu'il fait 1000 balles de plus à son salaire, bon, bah, alors je sais pas combien est le SMIC, je crois que ça doit être 1300. 1300 plus 1000, ça fait 2003.
Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est réaliste. Ça, c'est réaliste. Ça se fait. Exactement. Si tu veux, Et si demain c'est même tu le vends, conseil qu'il faut tu vends, faire. pardon? C'est même le conseil qu'il faut faire, c'est de commencer Bien pendant sûr, que tu as déjà un taf. Parce que tout comme à tu le fait. disais tout à l'heure, c'est que si tu as une merde, tu as quand même ton salaire qui est là. Parce que Mmh, Amazon, tu sais, c'est quand même les montagnes russes. Il y a quand même beaucoup de concurrence qui sont là. Il mmh, suffit que tu sélectionnes, surtout en RA ou même en private label, tu vois, si tu sélectionnes le mauvais produit, eh ben, tout de suite, tes ventes, elles peuvent descendre. Et du coup, ben, si t'as pas un autre salaire, un autre filet de sécurité, ça peut être dangerous pour toi, ouais, pour ta famille, pour tout ce que tu veux. Et le fait de commencer comme ça avec un petit side business en plus de tes heures à côté, tu peux facilement aller chercher 500, 1000. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même oui, assez oui. Ah bah, simple, sans vendre du rêve, hein, encore une ouais, fois. tout à fait. Il faut bosser, mais c'est réaliste et c'est réalisable Bah, d'aller chercher 1000, 1500 balles en plus de ton salaire. tu sais, allez, tu vends 30 produits avec une marge de 3 euros par jour. Tu arrives à pas très loin de 100 euros de bénéfices par jour, multiplié par, allez, on va être large, 20 jours ouvrés. Bah, ça te fait 20 000, ça te fait 100 fois 20 quoi, par jour. Tu fais ton salaire, hein. Tu fais tes 1000 balles. Et ça, c'est en plus. Et ça, c'est jouable. Enfin, je veux dire, 3 euros de marge sur un produit, ça se fait très, très facilement. Totalement d'accord avec toi. Juste, je ne mettrais pas 20 jours ouvrés, mais plutôt 30, parce qu'Amazon, ça tourne Ouais, c'est 30 24-24. jours et même 30 nuits, hein, si tu vas par là, hein, parce que ça vend aussi la Exactement. nuit. Mais 24-24. si tu veux garder une certaine réalité, si tu pars sur 20 jours, voilà. Et le reste, c'est du plus, quoi. Ah, tout à fait. Galax, j'ai réécouté notre première interview et tu disais dans les premières minutes quasiment que tu as commencé en 2017 Mmh. et que tu avais un petit peu regardé des vidéos ou des groupes Facebook, notamment avec Ifton, etc. Ouais, Et que il y a quelque chose qui t'a quand même un petit peu mis le doute, c'est que ça paraissait trop facile. ouais. Bah ouais. Et j'ai l'impression qu'en 2024, en 2025, ou enfin à notre époque là maintenant, les gens vendent encore plus du rêve et du coup, ça peut être vraiment très perturbant pour les gens qui regardent et qui se disent ça a l'air trop facile, donc c'est qu'il y a un loup, c'est que c'est louche. Tu vois? J'ai l'impression qu'on a Ouais. multiplié en fait le rêve par 100, 2000, 10 millions et que avant on disait que tu pouvais faire un salaire à 1500 balles facilement, mais que maintenant c'est plus assez pour les vendeurs de rêves et qu'ils disent que eh ben, on peut faire 100 000 et aller vivre à Dubaï, etc., etc. Est-ce que tu peux un petit peu développer ou argumenter ce point-là? Non, le retail, ça reste facile, hein, à partir du moment où on sait lire Keepa, donc le logiciel Keepa, qu'on connaît un petit peu la réalité des classements des ventes. Après, le retail arbitrage, c'est très facile. Simplement, il faut savoir aussi compter. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux vendeurs, malheureusement, qui savent pas compter. Et ça bousille leur business déjà, parce qu'il faut savoir que quand ils vendent déjà à perte une fois, souvent ils sont auto-entrepreneurs, hein. Donc pour eux, c'est la double peine, parce que ils vont perdre une fois sur la vente, mais en plus ils vont perdre une deuxième fois parce que 2, 3 mois après, il faut déclarer à l'URSSAF. Et là, l'URSSAF, elle vend sur le prix de vente, pas sur le bénéfice, contrairement à une société. Donc pour le nouveau vendeur, lui, c'est la double peine, hein. En fait, il perd 2 fois de l'argent. Donc c'est compliqué. Et le problème, c'est que quand moi, qui ai un business régulier, je me retrouve de plus en plus confronté à ce problème-là. Donc, si tu veux, bon, quand je m'aligne à peu près au prix, il y a un moment, je peux pas suivre. Donc, mon stock, lui, eh ben, il y a un moment, il va dépérir. Donc, je suis obligé de vendre aussi au prix coûtant. Donc, c'est bon pour personne, ça. Enfin, c'est hyper important de se former et avant tout, il y a 3 choses: comprendre le seller central, comprendre comment fonctionne Keepa, mais aussi savoir un peu compter, quoi. Parce que la marge, c'est quand même hyper important. Alors, je peux comprendre, si tu veux, quand on teste son marché, qu'on fasse un petit peu d'erreur. Quand ça devient récurrent, c'est pas bon.
Et c'est bon pour personne en fait, parce qu'en plus, même pour la marque, ça dévalorise le produit. Et ça c'est pas cool. Donc voilà, le conseil que j'aurais à donner, c'est euh, apprenez à maîtriser les marges, apprenez à bien lire qui part, et puis apprenez à vous servir du seller central. Ouais, tout à fait, parce que clairement, en fait, si tout le monde brade ses prix, au final, il n'y a plus personne qui va gagner de l'argent et c'est vraiment pas bon pour personne. Pour, enfin, comme tu le disais. Alors, du coup, moi, j'ai une question, c'est est-ce que se lancer en retail ou online arbitrage dans l'achat-revente, c'est intéressant en étant micro-entrepreneur? Non. Alors la réponse, elle est claire. Non. Non. On va te dire oui pour tester le marché. Alors, éventuellement, pour tester le marché. Mais si tu veux, il y a un truc qui peut se faire aussi pour tester le marché. C'est que, en fait, les impôts ne t'interdisent pas vendre, en fait, sans avoir une déclaration auto-entrepreneur. Si tu déclares tes ventes sur ta fiche d'imposition, il n'y a pas de souci. Ça, si tu le fais pendant 1 an pour tester le marché, enfin, le plus court possible, hein, si tu veux, hein, mais c'est tout à fait jouable. Le problème, si tu veux, de rentrer en auto-entreprise dès le début sur Amazon, c'est qu'il y a un moment, et théoriquement, si le boulot il est bien fait, tu passes très vite en société. Parce que là, la société, c'est jouable. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais la bascule d'auto-entrepreneur à société? Faut justifier tout ça à Amazon. Et là, c'est encore une complication. Parce que si tu oublies ne serait-ce qu'une virgule, si tu oublies ta 3 prénoms, si tu en oublies un, ça marche pas. Amazon va te refuser. Donc, c'est compliqué administrativement de changer de statut pour Amazon. Mais si tu fais comme ça, que tu débutes en faisant une déclaration sur ta fiche d'imposition, personne ne te dira rien. Deuxième chose, donc auto-entreprise, c'est imposé sur le chiffre d'affaires. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure le problème d'être imposé sur le chiffre d'affaires, enfin, chargé sur le chiffre d'affaires, c'est que si tu as besoin de te débarrasser de ton stock, tu vends au prix coûtant, l'URSSAF va te taxer sur ton chiffre d'affaires, donc sur tes ventes, d'accord? La société, c'est pas le cas. La société, tant que tu fais du bénéfice, tu seras imposé. Mais si tu fais pas de bénéfice, pas d'imposition. C'est-à-dire que si j'ai un stock à me débarrasser, j'ai 5 000 euros de stock à me débarrasser, si je le vends à mon prix coûtant, je ne serai pas imposé dessus. Donc c'est beaucoup plus soft, si tu veux. D'autant que le stockage chez Amazon, avant c'était 12 mois, et maintenant c'est passé à 9 mois. Bon, quand tu arrives, moi c'est ce que je te dis, je suis pas un vendeur agressif, hein. En fait, je me mets au prix du vendeur le plus bas, et puis, mais je suis pas du tout agressif. Mais il y a un moment, si tu veux, quand mon stock il prend de la date, là je vais le devenir agressif. Je suis obligé de tomber au plus bas. Donc je vais tomber sur mon prix d'achat. Donc moi, je serai pas chargé, je serai pas imposé puisque je récupère en fait mon prix d'achat. Par contre, l'auto-entrepreneur, s'il me suit sur ce terrain, lui paiera 2 fois. Non seulement il va perdre de l'argent, mais en plus il repaiera du URSSAF. C'est pour ça que c'est pas soft l'auto-entreprise. Enfin voilà, de toute façon dans la vente, dans le commerce, l'auto-entreprise c'est bon pour la prestation de service. Voilà. À la limite, un vendeur de formation, un coach peut faire de l'auto-entreprise. Il y a pas de souci si tu veux. Il y a rien de physique. Mais pour le commerce, non, c'est société. Société, donc de statut URL ou SASU. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je conseille quand même aux gens de débuter avec une micro-entreprise parce que c'est un peu plus. Donc, après un petit problème de micro, je voulais juste te dire que je suis totalement d'accord avec toi, mais avec quelques petites nuances près sur la partie des particuliers, des sellers centrales. Et voilà. Moi, maintenant, ma question, c'est combien te coûte ta société tous les mois en charge fixe? Toi, tu es en SASU. Ouais, tout à fait. Ouais. Combien ça te coûte tous les mois en charge fixe Alors, d'avoir ta société en SASU? Je te parle pas du stock ou quoi que ce soit, hein, je te parle vraiment des charges fixes. alors, donc, alors, je vais te faire une réponse complète parce que ça, c'est aussi important. Pour une société, en passant par Doug, c'est pas très très cher. C'est un comptable en ligne Toi, tu es chez et c'est Double. plutôt.
Alors moi justement j'ai fait un autre choix. Hein. Moi tu sais, je travaille à l'ancienne. Hein. Je suis un vieux machin et donc j'ai besoin de physique. Donc j'ai pris un comptable qui est pas très loin de chez moi. Je suis à peu près à 5 bornes. À 5 bornes. Une fois tous les 3 mois, on se fait un petit tour de table, voir ce qui va et ce qui va pas. Elle raisonne en comptable. Moi je raisonne en commerçant, c'est-à-dire que quand elle me parle des chiffres, des machins, qu'il faut avoir un bilan positif, je lui dis écoutez, le bilan positif, moi je m'en fous, à part payer des impôts, c'est tout ce que ça m'apporte. Donc c'est pas ça mon problème. Moi c'est encore une fois ma trésorerie. C'est-à-dire que si ma trésorerie elle est assez haute, je vais me permettre d'acheter une formation, d'améliorer mon matériel, si tu veux. Il y a pas très longtemps, je suis parti à New York sur la société parce que je voulais voir le marché. Donc c'est la société qui m'a payé le voyage à New York. Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça. Voilà, New York c'est quand même l'emblème du commerce. C'est pas déconnant. Voilà. Donc moi je fais ce choix, ce qui me permet en fin d'année de limiter. Alors évidemment mes bilans sont pas en super positif, hein, mais c'est très bien. Ça me va bien comme ça. Donc, moi, j'ai pas fait le choix de Doug, j'ai fait le choix d'un expert comme ça. Je dois payer 30 euros par fiche de paye, à peu près 200 euros, me semble-t-il, par mois en comptabilité, parce que j'ai pas une comptabilité non plus trop compliquée, et je paye 1000 euros par bilan en fin d'année. Voilà. Donc je paye beaucoup plus cher hein, que chez Doug ou un comptable en ligne, mais j'en suis conscient. Mais je m'en fous parce que si tu veux, il y a aussi deux personnes hyper importantes dans ma société, c'est ma banquière et mon comptable. Voilà, c'est la trésorerie. Faut pas déconner là-dessus. C'est de l'oseille. Moi, quand j'ai besoin, j'ai pas une banque en ligne. Hein, je suis pas avec Revolut ou tout ce que tu veux. Je suis à la Banque Populaire, ça marche très bien. J'ai un contact physique. Si j'ai un problème, je connais très très bien ma banquière, elle sait comment je fonctionne. J'ai un problème, je l'appelle ou je passe à l'agence et puis et tout est résolu, tu vois. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix, ça me coûte beaucoup plus cher que forcément en passant en ligne, mais pour moi c'est plus soft et puis à un moment il faut aussi sortir si tu veux de l'ordinateur quoi. C'est bien d'avoir un contact à côté. Donc, si je résume, tu as 300 euros par mois de comptable. Tu as Ouais. un compte pro à la Banque Populaire qui doit te coûter 50 balles à peu près par Ouais, mois. par an. Même pas, si, ouais, tu as raison, 25 euros par mois, quoi. Mm. Ouais, plus la CB, un truc comme ça. Donc là, on est à 350. Qu'est-ce qu'il faut rajouter en charge fixe sur ta SASU? Ah bah après, t'as les logiciels, hein, bon, moi j'ai un entrepôt aussi qui me coûte 300 euros par mois. Un entrepôt, ok, d'accord. Ouais, ouais. Combien de mètres carrés? Écoute, je dois avoir à peu près 100 mètres carrés. Donc Ok. 300 balles par mois, c'est pas déconnant si tu veux. Et Non, puis c'est c'est hyper malin. confortable. Moi, Ouais. quand j'ai commencé, j'étais dans l'appartement de ma compagne, que je remercie parce que sans elle, ça aurait été très très compliqué de commencer. D'autant plus que concrètement, je l'envahissais. Hein, il y en avait partout. Donc elle était d'une patience exemplaire et et sans elle, en fait, c'est pareil. Hein, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc un grand merci aussi. Toi, en fait, j'ai eu vachement de bol quoi. En fait, je suis tombé sur les bons personnages, tu vois. J'ai eu Yvetot et Paul Boucher, j'ai eu ma compagne, j'ai été soutenu par ma famille, voilà. Et tu vois, et le facteur chance, il joue aussi, quoi. C'est hyper important. Enfin, si t'as pas une compagne qui accepte le temps que ça te prend, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était 11 heures le matin, 5 heures le matin et 11 heures le soir. Hein. J'ai charbonné au début, hein. Mais quand tu n'as pas une compagne qui est conciliante, bah, ouais, ça peut vite tourner au cauchemar, quoi. Tu vois? Clairement. Donc Totalement le d'accord. facteur chance aussi. Ouais. Ouais, enfin, la Alors chance, elle se provoque quand même, hein, donc aussi, peut-être. C'est un état d'esprit, hein, de toute façon. Hein. C'est un état d'esprit. Hein. Mais je sers aussi remercier les gens. ça c'est Ça bien. peut être ça. Donc là, on est à 350 plus 300 pour ton entrepôt. À ça, tu Voilà. rajoutes les logiciels. Ouais. Le seller, donc Amazon. Banque centrale, ça coûte Donc combien? on est à 40 euros, là, je crois, Voilà, maintenant. Hein, c'est ça. 40 euros par mois. Là-dessus, tu rajoutes. Alors, pan européen.
parce que Ouais. moi je passe par Avalara, donc ça me coûte 300 euros par an et par pays. Donc là, tu as le Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Pologne, République tchèque. Voilà, bon, on a fait le tour. Il y en a 7 à payer. Dessus, tu as Kipa, l'abonnement Kipa. Je sais plus Combien combien c'est est qui va? Kipa. C'est une centaine d'euros par an peut-être. À vérifier, hein, je connais pas les chiffres. C'est pareil, j'ai donc Profit Protector Pro, Ouais. j'ai Buybot Pro, qui est Ok. une filiale qui m'aide un petit peu à la prise de décision, donc qui est plutôt pas mal. Là, ça c'est pareil, il faut compter à peu près ouais, 60 euros par mois à peu près. Donc Ok. ouais, ouais, Alien 10, ça Jungle demande un peu Scout. de matériel, quoi. Alien 10, Jungle Scout, non. Non, non, nous on n'a pas d'utilité, hein, encore une fois. Oui, je sais. Et ce que je répète à chaque fois, si tu veux, je pense que même un vendeur PL pourrait largement se contenter de Keepa, hein, parce que toutes les informations euh, d'Helium 10 et Juggle Scout, c'est Keepa qui le fournit, hein. Tout est dedans. Et, euh, Ça, il faut et pas je le dire trouve parce que hyper sinon. important de savoir contrôler Keepa dans le business en ligne, dès qu'on est en rapport avec Amazon. Ouais, mais là, tu es en train de flinguer toute l'affiliation de Julien aux ITV, Olivier Alain, Et etc., je sais, etc. je sais bien. Je sais bien que ça navigue entre Jungle Scout et Helium 10 suivant le montant de l'affiliation. J'en suis conscient, hein. Mais là, attends, là on parle pour les débutants, hein. Celui qui débute, ça sert à rien de lui vendre un Helium 10 à 100 balles, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est alors qu'il fera le même boulot avec Kipa. Totalement d'accord avec toi. Et puis moi qui suis plus private label, je n'utilise pas les logiciels Jingle Scout, Helium 10 ou quoi que ce soit. Alors, je les utilise de temps en temps pour me tenir un petit peu au courant. Mais en fait, Ouais, c'est. Le problème avec ça, c'est qu'ils te sortent la même merde à tous ceux qui utilisent leur logiciel. Donc, ça veut dire qu'on a tous, si tu prends juste le Niche Finder, il te dit, là, j'ai détecté un super produit, il y a 1000, 2000, 5000, 10 000 vendeurs débutants qui vont ouais, tous acheter le même produit. Un mois après, le produit, bah, il est tout pourri parce qu'il y a 1000 personnes qui vendent le même produit, la même merde, exactement. qui ensuite tirent les uns et les autres le pricing vers le bas. Et du coup, personne gagne de l'argent, sauf ceux qui ont vendu de l'affiliation Eliantel. Exactement. D'autant plus que je vais te dire, à mon avis, le PL est sous-exploité parce que, comme tu dis, tout le monde va vers les mêmes produits. C'est juste de la folie. Nous, en retail, tous les jours, on repère des potentiels PL, hein. Clairement. Où tu as des catégories entières qui sont pas exploitées, hein. C'est de la folie. Ça, c'est clair et net. Et Et de puis, plus en plus. pourquoi aller chercher forcément en Chine alors qu'on a aussi tout en France? Exactement. Mais ça, Tu vois. c'est encore une fois, c'est juste ce qu'on vend à tout le monde. C'est aller en Chine, aller sur Alibaba, tu trouves un fournisseur en un Mmh. claquement de doigts et c'est terminé. Mais on le disait en fait, tu vois, dans la première interview, tu parlais d'un artisan qui est juste à côté de chez toi qui vendait des savons Les savons artisanaux. Cancale. Et ça, c'est mon exemple de tout le temps, en fait. Ouais. Ah Et, ouais. et en fait, j'ai fait la connaissance de Valentin Péchaud qui a fait un module sur ma formation aussi en private label et qui a créé son private label de savon Danès, fabriqué en France Mmh. et il brasse de Ah l'argent ouais. sur Amazon. Donc, Ouais. et ça m'a fait rigoler parce que je l'ai rencontré peut-être 2 ans ou un an et demi après qu'on ait fait cet épisode avec toi et je me Mmh. suis dit, mais en fait, on réinvente pas grand-chose et les basiques et toutes les idées qu'on peut avoir, eh ben, on peut aller les faire sur Amazon. On peut aller aussi éventuellement les sourcer directement en France ou pas très loin de chez nous, d'accord? Je pense à la Suisse, je pense à l'Espagne, au Portugal, je pense à la Belgique aussi. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller en Chine pour faire son private label. Dans le retail, dis-moi si je me trompe, mais c'est impossible d'aller faire du retail avec d'autres pays ou toi tu fais 100% français?
sourcing? Ah non, non, moi je fais international. International? Je Ok. vends au Japon, même États-Unis. Alors je te dis pas que c'est tous les jours, mais je vends partout dans le monde. Non, 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 Après, en termes d'approvisionnement. ah bah, comment? Alors déjà, moi je refuse d'aller acheter en Chine. Donc ça c'est clair. C'est pas mon truc. Hors CE, donc de toute façon, plus tu vas loin, plus ça devient compliqué parce qu'il y a les douanes, parce que puis si tu veux le transport, tout est un peu compliqué là en ce moment. Enfin, quand tu passes d'un conteneur à 1000 balles et que à 100 balles et que tu passes à 1000 balles, bah forcément derrière ça c'est compliqué. Donc moi, tout ce qui est en dehors de CE, je fais pas. Par contre, il m'est arrivé d'acheter en Allemagne. Euh, ouais, non, non, mais après, si tu veux, le retail, on n'est pas figé, quoi. Dès qu'il y a, il y a un truc qui est intéressant, on prend si tu veux. C'est moi, si je trouve un site internet et que j'ai les EAN, il peut être italien, il peut être allemand, espagnol, tout ce que tu veux. À partir du moment où je peux le vendre sur Amazon et qu'il se vend sur Amazon, j'achèterai en Allemagne. Très clair. Donc, si je résume un petit peu, on est sur un package à 1 200 € de frais fixes pour ta société À peu près. qui fait du retail arbitrage. Plus Mm. derrière ton salaire, qui est plus ou moins une charge fixe, mais si jamais le chiffre d'affaires n'est pas présent ou la trésorerie n'est pas présente, tu ne te prends pas de salaire et voilà, tu Voilà, fluctues comme ça. voilà. Ok, très très bien. J'avais une question sur la première interview qu'on a faite, encore une fois, c'est tu disais que si tu avais repéré ou acheté même du stock d'un produit en retail arbitrage et que Amazon était présent sur la fiche produit, une de tes stratégies, c'était de faire des bundles, un pack. Mm. Moi, j'avais une question qui, Ouais. du coup, en fait, tu dois utiliser un de tes codes EAN à toi Mm. et tu dois créer d'autres. Non. Alors, bon, à savoir ça, je le fais plus, hein, les bundles, parce que c'est hyper chronophage. Alors, si tu veux, moi je prends pas de haine. Je demande une exemption de haine à Amazon qui me donne un asile. Voilà, tout simplement. La seule restriction là-dessus, c'est que je ne peux vendre que sur Amazon. Ah oui, parce que j'ai pas de haine. Donc, si tu veux, la seule problématique, c'est que ce sera un bundle qui sera destiné que sur la vente sur Amazon. Alors, je le fais plus parce que je me suis rendu compte que pour certaines marques, et alors je cite, le petit Marseillais, alors tu pourras faire tous les bundles que tu veux, il n'y aura jamais aucune restriction, mais par contre d'autres produits comme Ajax par exemple, tu pourras pas en faire. Et si tu veux, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps dans le sens où moi j'ai pas de mal à sourcer des produits en fait. J'en trouve tous les jours. Je en fait je peux même pas tout acheter ce que je trouve, tu vois. Donc je vais pas aller m'emmerder à aller créer des trucs puisque j'ai déjà ce qu'il faut pour faire tourner mon stock. Aucun intérêt. Mais ce que je dis aussi, c'est que ça peut être un vrai business. Ça peut être un vrai business. On peut aussi trouver des produits qui n'existent pas. Je te donne un exemple. Je vais dans un magasin près de chez moi et je lui dis, il y a un petit stockeur indépendant près de chez moi, et je lui dis, c'est quoi ton meilleur produit? C'est celui-là. D'accord. Je regarde sur Amazon, il y est pas. Rien ne m'empêche de créer la fiche. Il y a le N, je peux créer la fiche. Tu vois, et bon, ça c'est une possibilité. Je peux faire tous les bundles que je veux. Ça c'est un vrai business. Hein. Ça, il y a quelqu'un qui, si tu veux, moi j'aurais pris la peine de développer cette partie-là. Bah, j'aurais trouvé des astuces pour gagner du temps, forcément, à la longue. Et j'aurais peut-être trouvé des stratégies. Peut-être qu'en creusant, bah, il y avait peut-être une astuce que Amazon m'aurait dit. Ben voilà, il y a certaines marques qui n'autorisent pas, mais on vous donnera le plus haut. Enfin, tu vois, celui qui se dirige là-dessus, ouais, je pense qu'il y a un marché. Moi, je fais pas parce que j'ai pas besoin. Très clair. Mais c'était quand même quelque chose, une question que j'avais parce que
tout l'intérêt de faire du retail et du arbitrage, c'était justement de pas avoir la fiche produit à créer et de pas utiliser un code GS1, un code EAN de ton propre pack. Donc voilà. Donc, mais tu viens d'y répondre avec précision, donc c'est top. Galax, tu disais que en 2000, quand on a fait l'interview, donc c'était en juin 2021, d'environ 2000 produits. Aujourd'hui, c'est à peu près combien? Alors, produits physiques, ça, j'en ai plus de 2000, c'est sûr. Références, je dois en avoir. Ouais, j'en ai peut-être 1000 en catalogue, des références, avec une moyenne de, allez, une dizaine par référence, une dizaine de produits par référence. Donc j'ai un catalogue très très étoffé. C'est ce qui me permet de faire tourner mon stock et ma trésorerie. Ok, et du coup, il y a des produits que tu vends depuis plusieurs années, c'est toujours les mêmes et tu arrives toujours à les sourcer. Non, 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 ça c'est non, 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 impossible. non. Ça c'est le côté un peu ingrat de notre business, c'est que si tu veux, c'est des produits qui ont une vie, qui ont une naissance, une vie et une mort. Donc il y a plusieurs raisons qui font que des produits vont plus se vendre. Un produit qui a vécu, et qui est plus séduisant, ça arrive. On comprend pas, hein, quelquefois, il y a des produits qui marchent très très bien, puis du jour au lendemain, ça s'arrête. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Il y a des produits qui sont plus fabriqués. Donc on a beaucoup de produits qui sont à base de déstockage, donc forcément qui sont plus fabriqués. Donc il y a des tas de raisons, hein, qui font que ouais, on a régulièrement des ruptures, mais c'est comme ça. Et pourtant, tu n'as pas de mal à aller retrouver d'autres produits. Non, 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 non. En fait, non, là, ça, pour sourcer des produits, moi, j'ai aucun souci, hein. Tu vois, c'est vraiment une question qui revient quand même très, 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 très souvent quand j'accompagne des gens en formation ou même n'importe qui, c'est j'ai pas d'idée, je sais pas quoi sourcer. Quand je vais chez Action, quand je vais chez Nose, quand je vais chez Auchan, quand je vais chez un des stockeurs, j'ai pas d'idée, il y a rien à vendre, tout est déjà présent sur Amazon et tu leur réponds quoi à ces gens-là? Bah, il manque d'imagination déjà. C'est un peu dommage d'aller que chez Nose. Enfin, si tu veux, le problème, c'est que tout le monde va chez Nose, quoi. Tout le monde va chez Stockomanie. Moi, Stockomanie, ça fait depuis 2017, hein, que je suis là-bas. Donc, autant dire que j'y arrive très bien. Bon, après, si tu veux, j'ai des accords avec eux, je discute avec eux, on se connaît bien. Voilà, donc j'ai des petits trucs, j'ai mes petites astuces, mais je dure dans le temps, je vends. De toute façon, si tu vas les produits Stockomanie, je les ai quasiment tous en stock, tu vois. Donc j'ai pas de difficulté. Quand j'ai des nouveaux vendeurs qui viennent me casser les prix parce qu'il y en a très souvent, parce que manque d'imagination, c'est toujours Stockomanie ou Nose. J'ai tellement de produits en catalogue, si tu veux, que même si je suis sur leur prix, eux vont perdre, moi je vais gagner. Tu vois, donc nouveau vendeur, aller dans un Nose ou un Stockomanie, mauvaise idée, quoi. Mauvaise idée, parce que bah, c'est sûr qu'ils vont arriver à un moment où ils vont pas. Un, ils vont vendre à perte. Deux, il va y avoir trop de vendeurs. Moi, je m'en sors parce que j'ai mon catalogue qui est étoffé. Tu vois. Donc, j'ai mon catalogue qui est étoffé. J'ai quasiment 800 évaluations positives avec un compte à 100%. Donc, autant te dire que même si mon prix il est légèrement au-dessus du nouveau vendeur, la buy box, elle est pour moi. Donc, j'ai pas de difficulté, tu vois, là-dessus. Donc c'est un manque d'imagination, si tu veux. Moi, je vais te donner un truc, tu vois. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est pour tous les nouveaux vendeurs. Euh, Allez dans les anti-gaspi. Allez dans les anti-gaspi. Eux, ils seront super contents parce que faut que leur stock, il tourne. Ils vont pas aller vous faire de l'ombre. D'un anti-gaspi à un autre, c'est pas la même marchandise. Si tu veux, il y a du DPH, tu as du produit d'hygiène, tu as je sais pas s'ils font les jouets, mais il y a un éventail où il y a largement de quoi faire déjà, tu vois. Aller chez des petits déstockeurs indépendants. Lui, le déstockeur indépendant, enfin moi j'en connais qui vendent aussi sur les marchés, tu vois. Eux, ils ont un stock privilégié. Quand tu achètes chez eux, bah ils sont contents parce que eux ils vendent et puis toi tu te retrouves pas avec 50 vendeurs.
sur la marketplace. Donc, tu vois, il y a des tas de choses. Enfin, les petits sites internet, il y en a. Enfin, je veux dire, il y en a plein, quoi. C'est vraiment pas ça qui manque, en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est vraiment une question qui revient parce que ben, tout le monde dit d'aller chez des stockers, chez des actions, chez des stockomanies, etc., etc. Et cetera. Et dès qu'ils scannent, dès qu'ils font un KeepPad, dès qu'ils font un seller AMP, dès qu'ils font même le seller central, l'application du seller central, et ben en fait, ils découvrent qu'il y a déjà Galax, il y a déjà AS Ah oui. Discount, il y a déjà plein de gros vendeurs qui sont là. Et du coup, ben, en fait, ils scannent, mais ils n'arrivent pas à trouver de produits sur lesquels il n'y a pas beaucoup de vendeurs, où il n'y a pas Amazon et où il y a de la marge. Et des fois, je t'avoue que ben je sais pas quoi leur répondre parce que ben c'est pas forcément ma spécialité, le retail arbitrage ou le online arbitrage. Et en fait, je vois tout de suite qu'ils se découragent très rapidement parce que on leur dit que c'est simple. Et tu l'as dit au tout début de cette interview, c'est simple. Et pourtant, les gens, ben, ils galèrent quand même un petit peu. Donc Mais parce que si tu veux, c'est simple à sourcer. Trouver un produit qui se vend, c'est facile. Après, il y a des vendeurs, il y a la concurrence. C'est pas dit que quand tu le sources, s'il n'y a pas de vendeur, mais si 15 jours après, tu as 15 vendeurs qui se pointent, là, c'est ça, c'est là où ça devient compliqué, si tu veux. Après, il faut avoir un peu d'instinct. Il faut, tu sais, le problème, c'est pas sourcer le produit qui est difficile. Le problème, c'est l'exécution. Faut être rapide, si tu veux. Si tu trouves une dizaine, une vingtaine de produits, bon, bah, c'est très bien, tant mieux. Mais ça va pas être suffisant. Si tu mets une semaine à envoyer tes 20 produits, c'est pas suffisant. C'est trop long. Moi, il se trouve que j'ai pris des habitudes, et du coup, ce qui fait ma grande force, c'est que je travaille très très vite. Je travaille très très vite. Moi, pour envoyer 1000 produits, il me faut 2 jours. Sourcer, expédier, il me faut 2 jours. Étiqueter. Voilà. Donc j'ai mis des choses en place, mais c'est pas compliqué de trouver un. Enfin, à partir du moment où tu as compris le fonctionnement qui passe, il n'y a rien de compliqué. Hein. Si la courbe elle est assurée verte, qu'il n'y a pas la ligne jaune Amazon, voilà, ça y est, tu l'as ton produit. Si elle bouge, c'est un produit qui se vend. Si Amazon n'est pas dessus, impeccable. Après, la problématique, si tu veux, c'est que c'est les autres concurrents, c'est ça. les prix qui se cassent la gueule. Mais ça, tu peux le résoudre qu'à partir du moment où tu as un catalogue un peu étoffé. Ou alors, il faut avoir un peu d'instinct et il faut sortir des sentiers battus, c'est-à-dire trouver un site internet. Tu sais que c'est pas con ce que tu disais là, tout à l'heure. Si tu trouves un site en Allemagne et que tu le revends en France, il y a très peu de chances que tu aies de la concurrence. Hein. C'est sûr. Tu vas être tranquille au niveau de la concurrence. Parce que peu de monde cherche de ce côté-là. Mais je vais donner un autre exemple. Si tu achètes en France, plutôt que d'utiliser Keepa sur la France, si tu l'utilises en Allemagne, pourquoi tu ne vends pas en Allemagne? La TVA, elle est à 19 en plus. Le marché allemand, il me semble, tu vas me dire si je me trompe, mais je crois que c'est le numéro 1 en Europe. Numéro 2 après l'Angleterre. Numéro 2 après l'Angleterre. Si tu comptes Union européenne, oui, c'est. Voilà. Donc, mais pourquoi? Tu trouves des produits en France, ils sont sourcés en France, tu regardes sur Keepa, si ça se vend en Allemagne, pourquoi tu ne vends pas en Allemagne? Bah, t'évites la concurrence. Hein. Et ça peut te permettre d'étoffer un peu plus ton catalogue sans trop de prise de risque. Au bout d'un moment, quand tu as dépassé le seuil, eh ben, tu demandes ton numéro de TVA et puis tu fais ton truc, quoi. Enfin, tu vois, il faut avoir un peu d'imagination, si tu veux. Euh, comment Pourquoi tu crées pas tes fiches? Tu vois, parce que quitte à apprendre, quitte à te lancer, eh ben, si tu crées ta fiche, tu as peu de chances d'avoir de la concurrence au début. Tu vois, en fait, il y a des tas de choses à faire. Bah, en créant ta fiche, du coup, Des tas tu de choses perds à faire. tout le BSR, tu perds tout le jus et la puissance de la fiche produit parce qu'elle est toute neuve, etc., etc. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu te Alors, poser c'est la. là où je suis pas trop d'accord avec toi, Jérôme. Ça demande à être, ça demande un peu de recherche, en fait. Moi, encore une fois, c'est un truc que je fais pas.
parce que j'ai pas le temps, parce que c'est pas mon business. Mais n'oublie pas une chose, Amazon, c'est un moteur de recherche, d'accord? Au même titre finalement que Google, sauf que ça va être plus accent évidemment sur la vente. Mais je te donne un exemple. Quelqu'un qui cherche un produit Nivea, quand il va aller taper sur sa barre de recherche, il va marquer Nivea, peut-être le code EN. S'il a le code EN, bah, il va tomber sur ta fiche qui vient d'être créée. C'est rare qu'un client tape le code EAN quand même, Galax. C'est rare, mais s'il veut une référence particulière, Ah, je suis d'accord. Nivea, crème Ouais. de bronzage, machin, indice 10 ou tout ce que tu veux, eh ben, il va tomber sur ta fiche. Hein. Ouais. Et donc ça, ce sont des produits connus. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vas dans un magasin, tu demandes le top vente du magasin, et ben s'il se vend dans le magasin, il n'y a aucune raison qu'il se vende pas sur Amazon, quoi. Parce que t'as vu les habitudes maintenant les habitudes des acheteurs. Souvent, ils sont dans le magasin, ils regardent sur Amazon le prix et vice versa. Ils regardent sur Amazon le prix, puis ils vont voir en magasin. Tu vois, il y a des habitudes. Donc, tu m'aurais dit pour un PL, je t'aurais dit ouais, effectivement, faut faire monter la fiche, c'est compliqué, machin, etc. Ou alors mon savon du Cancalais, mon savon de Cancale. Ouais, là, effectivement, là, t'es noyé dans la masse de savon. Mais si tu fais une recherche d'une marque spécifique, on va tomber sur ta fiche, même si elle est neuve. Donc pour moi, il y a un vrai business. Et après, là, tu utilises les codes des experts en PL, quoi. Hein. Tu fais ta publicité, tes coupons, etc. Tu peux très bien. Mais je suis même persuadé que sans ça, ça vendra quand même grâce à la force du moteur de recherche Amazon. Ouais, ouais, Donc, c'est vrai que tu ça vois, peut. ça, c'est une possibilité. Parce que quitte à se former au début, autant le faire bien, si tu veux. Autant le faire bien, inventer peut-être. Tu sais, il y a tout à faire. Hein. Franchement, dans la vente sur Amazon, il y a tout à faire. Hein. Il y a quand même un sacré boulevard encore. Hein. Donc, quitte à se former et à partir sur de la sécurité, bah pourquoi pas ça, quoi. Pourquoi pas ça C'est sûr que non seulement ça te permet de maîtriser le retail, mais en plus ça te permet de prendre des connaissances pour le PL. Les deux, tout en étoffant peut-être le catalogue avec des produits trouvés, quoi, si tu veux. Mais voilà, pour moi, il y a un boulot là-dessus. très très clair. Et je suis d'accord avec toi que faire ce genre de choses, ça te permet d'avoir un petit mix business qui te permet de faire du retail, en même temps de créer des fiches produits pour t'amener petit à petit sur du private label. Et voilà. Et du coup, ben, c'est une transition un petit peu toute faite, toute mâchée que tu me proposes. C'est est-ce que toi, tu as lancé ton private label? Non, non, Toujours non. pas. Non, toujours pas. Et alors, je me souviens de notre conversation où je t'avais dit prochaine étape, c'est le private label. Mais bah, tu sais, dans le business, ça, on peut changer. Hein, les objectifs, ils changent. Hein, et, euh, et en fait, moi, j'ai un business qui tourne plutôt bien, avec une bonne rotation, plus sécure. Je suis moins à la course des chiffres. Donc, je fais ce que je sais faire, en fait. Et j'ai pas spécialement. Si tu veux, aujourd'hui, le private label, monter un private label, ça me prendra du temps. Parce que ça, c'est pas mon domaine, quoi. Donc, c'est pas mon domaine. Aller sourcer en Chine, etc. J'ai des contacts, hein, j'ai des bons potes hein, j'aurais aucun problème, très franchement, à trouver un produit et à le sourcer même à moins cher en Chine. Mais et puis j'ai peur de me faire chier, quoi. Enfin, j'ai vraiment peur de m'emmerder parce que c'est très technique. Tu vois le réglage de la publicité. Moi, les gars, je vous félicite hein, parce que c'est un vrai boulot, quoi. Hein. Enfin, discuter avec les Chinois pour avoir le meilleur prix, élaborer le package, faire les calculs de transport, etc. Mais c'est un travail de fou, quoi. Moi, je suis hyper Et moi, c'est admiratif. totalement l'inverse. Mais je sais pas faire. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça, Mais moi, quoi. c'est totalement l'inverse, Galax. C'est que je suis admiratif de ce que les retailers, toi, ou je pense aussi à Stéphane Terranova, avec qui je sais pas si tu le connais très bien, euh, Ouais. je suis admiratif de ce que vous faites et de ce que vous faites toutes les semaines, parce que toutes les semaines, il Mm. faut recommencer ce que vous avez fait, ce que vous êtes, et encore une fois, c'est juste une charge de travail que tu fais une seule fois
en private label et ensuite tu n'as quasiment plus rien à Ouais. faire. Tu as toujours de l'amélioration à faire, tu as toujours du Ouais. PPC, de la pub, Ok. etc., etc. Et voilà. Et je trouve que la stratégie que fait justement là, Stéphane Terranova, que j'espère que je vais interviewer bientôt, en fait, lui, il a son private label depuis pas mal d'années maintenant, mais il a aussi, et il a une plus grande expérience dans le retail et dans le online arbitrage. Et en fait, il dit que avec son private label, il paye toutes ses charges fixes, Ouais. son salaire, Excellent. etc., etc. Et Mm. derrière, toute la marge, il l'a fait avec le Mm. retail. Et je trouve que ça, c'est clairement une stratégie qui me parle, mais à 2000%, dans le fait que, ben, tu vois, ça me dérange pas d'aller travailler, d'aller faire des calculs, d'aller transporter de la Chine ou d'un autre pays mon private label, qui ensuite va faire sa vie tranquillement, ok? Et derrière, d'aller chercher, entre guillemets, mes petits bonus, mes petits surplus, mes petits champignons boosters avec du retail, avec 2-3 coups par-ci par-là. Mm. Parce que je sais que ça va être, encore une fois, dis-moi si je me trompe, mais uniquement que des coûts. Comme tu l'as dit, un produit en retail, il a Mm. une vie, un début, une vie et une fin. Et ça me dérange pas, par exemple, tu vois, je sais pas, moi, si j'ai envie en fait, j'imagine que mon private label paye toutes mes charges et ma trésor et voilà, et que les coûts que je ferai en retail ou online arbitrage me permettraient soit de me faire tu l'as fait ou de m'acheter un nouveau MacBook ou un nouveau matériel ou je sais quoi, mais aussi potentiellement de réinvestir plus de stock dans mon private label, donc de faire des plus grosses commandes à mon fournisseur, du coup faire des économies d'échelle, ou voire même d'imaginer un autre private label et de créer ma propre trésorerie sans devoir la ressortir de ma poche. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, Mais, mais si tu veux, il y a toujours cette possibilité. Encore une fois, tu vois, on parle de Chine, mais je peux très bien aller voir un petit fabricant dans le coin et faire mon propre private label de quartier. Hein. Il y a tout à fait la possibilité. Peut-être que je suis trop feignant pour le faire aussi. Hein, tu sais, puis bon, voilà, je suis pas intéressé. Mais il y a, t'as une autre chose. Hein, travailler en exclusivité avec des grossistes, ça peut le faire aussi. Tu vois. Donc il y a ça, des je tas connais de quelqu'un qui le possibilités. fait. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a des tas de possibilités. Si tu veux, moi, je suis rentré sur un espèce de truc un peu pépère où ça marche bien, où j'arrive à prendre, voilà, tu vois, je travaille plus comme un âne acharné comme je l'ai fait. Je prends des vacances régulièrement. Je suis pas à la course du chiffre. Je pourrais en faire plus, mais je me contente très bien de ce que j'ai, si tu veux. C'est ce que je dis souvent. J'ai commencé avec, tu sais, quand j'étais passé sur l'émission, j'avais un Duster. C'est toujours le même. J'ai pas besoin de le changer. Il tourne bien, il fait le taf, etc. Tu vois. J'ai pas des gros besoins. Moi, j'ai juste je suis à l'abri de tout, je paye ce que j'ai à payer, je suis tranquille. Donc, tu vois, c'est mon côté aujourd'hui un peu pépère. Voilà, tout est sécurisé si tu veux. Je fais mon chiffre, ma rotation, mes salaires ils tombent, tout est payé tranquille quoi. Mais effectivement, je pourrais développer un peu plus cette partie-là. Mais pour le moment, en fait, j'ai pas, je me contente de ce que Oui, j'ai. mais c'est très très bien et je pense que en fait on n'a pas besoin de toujours aller plus et je pense que c'est une très bonne philosophie que tu as. C'est juste moi en termes de business model, en fait c'est pas une question d'argent parce que ben ça tourne correctement et voilà. C'est juste que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le retail et c'est comme un jeu vidéo pour moi, en fait. Tu vois, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que dans le private label ou même surtout dans le retail arbitrage, c- j'ai débloqué des catégories, j'ai débloqué des marques. Et en fait, c'est un jeu vidéo, tu vois, ça fait ting, ting, Mm. ting, et hop, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Mais je pense que toi, tu es au niveau 100 du retail et du online arbitrage, et moi, je suis encore au niveau 20, voire 15, tu vois. Et je pense que avec label, c'est bon, je pense que c'est OK, c'est acquis. Même s'il y a des autres catégories que j'aimerais bien aller attaquer. Et justement, hier, j'ai trouvé un super produit à vendre en private label. Mais bon, bref. Et encore une fois, je pense que faire le mix des deux,
c'est chronophage, ça te demande du temps, ça te demande de pas te reposer sur tes lauriers, ça te demande de toujours aller risquer aussi peut-être ton business parce que ben du coup ça demande la trésor, ça te demande du temps. Tu peux pas être focus sur 50 choses en même temps et encore une fois c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, débutant ou pas débutant, c'est quand même de rester assez focus sur ce qu'on fait et c'est aussi une des raisons pour laquelle tu fonctionnes depuis 2017 et que tu es toujours là depuis 2017 et que tu as l'air quand même serein pour les prochaines années. Donc, avec, je vais utiliser un mot péjoratif, mais c'est pas du tout péjoratif, mais avec ton petit business, tu as encore de nombreuses années sans te torturer la tête. Tu as encore des cheveux. Moi, ça se trouve, j'en aurais plus avant toi. Et chacun doit avoir en fait midi à sa porte en fonction de ses objectifs. Tu vois, je rigole souvent de ceux qui veulent aller à Dubaï, etc., etc. Il n'y a pas de problème, les gars. Allez-y, c'est votre objectif. Cravachez pour y aller et faites ça. Moi, je suis bien en France. Moi, je suis bien à la frontière du Luxembourg. Ma maison, elle prend 50% tous les années, tous les ans de plus-value. Je suis tranquille, je suis pépère. Mes enfants, ils ont une bonne éducation, même s'il y a beaucoup mieux, je pense, dans certains autres pays. Et dans tous les cas, en fait, je sais très bien que ma vie fait que en fait, je me suis beaucoup flagellé en me disant, tu vois, nomade digital, ça fait rêver, etc., etc. Et en fait, j'étais très frustré de pas vivre cette rêve que Julien aux ITV peut proposer, que Stan Leloup peut proposer, ou d'autres mecs, tu vois, du YouTube game ou etc., etc. Et je me disais, putain, en fait, si tu n'y arrives pas, c'est que t'es nul, t'es une merde et que voilà. Mais en fait, c'est juste pas pour moi, tu vois. Moi, je suis né à un endroit et j'ai vécu à 10 kilomètres autour de cet endroit. Et donc, c'est pas ma philosophie de partir d'une région à une autre. Enfin, j'ai pas vécu ça avec mes parents, j'ai pas vécu ça avec ma structure familiale. Donc, en fait, ben, je me vois pas prendre mes valises, emmener toute ma famille à Dubaï, en Thaïlande ou à Chiang Mai ou ce que tu veux. Et c'est juste OK avec ça. Et ça se trouve, mes gosses, ils vont baigner dans un autre environnement, ils vont partir faire le tour du monde et voilà. Donc, je suis revenu à un système où je suis bien dans ma ville, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma famille. Et maintenant, en fait, juste le fait, comme je le disais en tout début d'épisode, de ramener mes gosses à l'école, de pouvoir travailler quand je veux. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas envie de travailler, bah, je travaille pas, tu vois. Exactement. Voilà. J'ai envie d'aller boire un café avec le beau-père qui a 72 ans. Eh ben, j'y vais. Basta, c'est fini. Tu vois, il fait, Ouais, tout à fait. c'est pas très beau hein, dans ma région, donc on boit pas beaucoup. Puis on fait rarement voir l'envers du décor aussi. C'est que ouais, il y a des gens qui partent à Dubaï, mais il y a aussi des gens qui finalement se rendent compte que ça leur plaît pas. Sauf que ces gens qui sont partis, bah bien souvent ils ont pas tout déclaré comme ils auraient dû le faire. Et puis quand ils reviennent, ça devient un peu plus compliqué, tu vois. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'ai ma famille. Si tu veux, c'est ce que je dis souvent. Moi j'ai un fort et j'ai un phare. Le fort, c'est ma compagne, c'est mon environnement familial, mes amis, ma ville. Puis j'ai mon phare, c'est tous mes objectifs, tu vois. Et je me contente très très bien de ça. Et derrière ça, quand tu sais comment marche la comptabilité, tu peux très bien vivre. On parle souvent du salaire, ok, mais on parle pas des avantages de la société. C'est-à-dire que moi, quand je travaille dans je vais te dire, quand je travaille dans les TGV, je suis à Saint-Malo, ma prise de service dans les TGV, elle est à Rennes. J'ai 75 km, donc ça me fait 150 km. Bon, j'ai cette chance pour le coup d'avoir des journées continues, c'est-à-dire que soit je bosse le matin ou l'après-midi. Bon bah qu'est-ce que je fais? Je monte, je vais à Rennes, je profite d'acheter du stock et je fais ma fonction. Pourquoi? Bah ça me fait 150 € de frais de route que la société me rembourse. Tu vois? Quand tu fais plus de 50 km, tu es autorisé fiscalement à aller donc à aller au restaurant, puisque tu es
au-delà de 50 km. Voilà. Et si tu fais les choses intelligemment, moi, le café, j'ai jamais payé de café chez moi. Je bois du café à longueur de journée quand je bosse. Je paye pas le café chez moi. Tu vois? Et c'est ça où faut être malin, si tu veux. Quand tu sais, comment la fiscalité en France, elle est très très large. Hein. Si tu la connais et que tu es toujours de bonne foi en fait avec l'inspecteur fiscal, ben ça se passe très bien. Moi, demain, on vient de me demander pourquoi je suis allé à New York. Ben, à New York, c'est quand même le temple de la consommation. Donc, si tu fais du commerce, c'est quand même plutôt sympa de savoir un peu, d'aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Puis si tu as l'occasion, parce que le réflexe d'un retailer, si tu veux, le premier truc qu'il fait, c'est d'aller dans un supermarché. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et donc, on regarde un peu les prix, comment ça se pratique, tiens, quel coût on pourrait faire et combien ça coûte un conteneur à rapatrier. Tu vois, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et si tu sais manipuler un petit peu ta comptabilité, ta fiscalité, tout est en restant de bonne foi, ben, il n'y a pas de difficulté. Moi, ma télé, je l'ai achetée sur le compte de la société. Pourquoi sur la société? Parce que ben, je peux faire des conférences comme ça en ligne. Il y a des formations en ligne, il y a des tas de choses que ben, j'ai besoin de la télé, si tu veux. Donc, j'ai un abonnement YouTube que la société paye. Donc musique inclus, bah ouais, parce que j'écoute dans l'entrepôt de la musique. Donc ça passe aussi dans la fiscalité. Donc mon internet, ça passe dans la fiscalité. Bah si tu rajoutes ça à ton salaire, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc tu vois, se barrer à Dubaï ou etc. Ouais, non, non. Enfin très peu pour moi quoi. Après si j'ai envie d'aller voir comment c'est, j'irai. Mais voilà. Bien sûr. Après, je pense qu'ils sont à un autre niveau, tu vois. Ils sont à des 100 000 par mois ou des choses comme Oui. ça pour ceux qui se barrent. Donc, on joue pas dans la même catégorie. Non. Et clairement, je me suis un petit peu affranchi de m'auto-flageller, de pas réussir à faire ça. Et en fait, on a toujours quelqu'un devant toi qui te pousse, qui t'attire, qui te dit putain en fait tu vois, moi j'ai des voisins, ils ont des bagnoles à 200 000 balles. Moi ma voiture, j'aimerais bien avoir une bagnole à 200 000, tu vois. On a toujours, tu vois, des choses qui te poussent. Mais c'est aussi pour ça qu'on avance petit à petit, tu vois. Et encore une fois, celui qui n'a pas encore fait une seule commande sur Amazon, je pense qu'il ne doit pas regarder forcément celui qui fait 10 millions de chiffres d'affaires par an, mais il doit regarder celui qui fait 1000 balles par an, tu vois, ou par mois. Et ensuite, une fois qu'il aura atteint ce palier-là, il va regarder le prochain palier. Et ensuite, il va regarder le prochain palier. Parce que sinon, en fait, ça te paraît tellement, tellement, tellement dur, tu vois. En fait, j'en ai pris conscience, je pense, Mais t'as raison. quand je suis parti, je te disais, là, ma belle-sœur, elle habite à Bordeaux, dans le Médoc. Et régulièrement, on y va. Et il n'y a que moi qui roule la voiture parce que j'aime bien rouler, parce que j'ai pas confiance en ma femme. Voilà, bref. En fait, quand tu regardes le Waze, il te dit 900 km. Tu te dis, putain, c'est long. Et en fait, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde plus les 900 km. Je regarde dans combien de kilomètres il va falloir que je tourne. Tu sais, la prochaine étape. Et la prochaine étape, elle est dans 192 km. Tu vas prendre la bifurcation, tatati, tatata. Et tu dis, putain, 192 km, c'est pas loin. Et je fais ça. Et une fois que j'arrive au 192, ça se remet une autre étape et ça me met dans 230 km. Vous devez tourner à 3 pour passer par Paris. Step by step. Et putain, je fais les 900 km comme ça. Easy, bah ouais. Tu vois. Et tu l'as pas vu passer et c'est terminé. Et étape par étape, tu décomposes, décortiques ta montagne de choses à faire en micro choses et je pense que tu vas y arriver. Et non, mais t'as raison. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de se planter sur Amazon, de pas réussir? Ah oui, parce que parce qu'il y a il y a aussi des nouvelles complexités sur Amazon. Il y a notamment la REP là qui vient d'arriver, qui est quand même un sacré caillou dans la chaussure. C'est un sac de nœuds cette histoire. C'est une taxe en plus qu'on nous fait payer, mais pour du vent, parce que concrètement on récupère quoi derrière. Enfin, je veux dire, quand tu payes des impôts, tu peux toujours te dire bon, c'est pour les infrastructures, etc.
Là, une taxe pour l'environnement, j'y crois pas beaucoup. Non, c'est pour moi. Alors, tu vois, il y a beaucoup de contraintes comment Amazon, faut bien comprendre que c'est la cible de l'Europe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays déficitaire et que de toute façon, le pognon, il va bien falloir aller le chercher quelque part. Alors, la vente en ligne, ça, c'est royal. Amazon, bah, c'est le grand méchant, donc il faut punir. Donc, puis comme ils savent pas faire ça intelligemment, bah forcément, ils vont les taxer sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice, forcément. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, Amazon, ils nous taxent derrière, forcément. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on taxe les acheteurs, forcément. Mais si tu veux, il y a un moment, il y a un plafond de verre. Parce qu'on a une population qui a de plus en plus besoin qui a de moins en moins de moyens. Et derrière ça, on nous pousse à augmenter les prix. Donc voilà, tu vois, c'est alors, je fais un tableau un peu noir, hein, mais ouais, il y a quelques enjeux, quelques enjeux. Puis tu vois, moi j'ai mes deux activités parce que je sais pas, tu te souviens d'AOL? AOL, ça n'existe plus. Tu te souviens de Yahoo? Pourtant, c'était quand même, c'était très puissant tous ces groupes. Et Amazon a beau être la number one, si tu as une volonté de la casser, il y a un moment où on pourra plus faire. Donc peut-être que ça n'arrivera pas, mais peut-être que ça peut arriver aussi. Tu vois. Et les marques sont un peu plus agressives. Enfin, ouais, il y a quelques enjeux hein, maintenant. Donc c'est pour ça que on peut toujours débuter sur Amazon, mais faut très très vite se professionnaliser et être pro. Et être pro. Enfin, faut être hyper pro. Tu vois, faut se comporter comme si on était un vendeur dans notre propre magasin. C'est clair. Euh, donc voilà, c'est ma manière de voir. Je pense que il va y avoir des enjeux. Pour ça, je suis d'accord avec toi que avant, il y a quelques années, on pouvait faire des ventes même avec une fiche produit toute. On pouvait faire des ventes sans avoir un comptable compétent et avoir une compta Mmh. à la mort moelle. On pouvait, j'ai envie de te dire, réussir à sortir son épingle du jeu, même en étant un idiot qui sait pas vraiment ce qu'il fait. Maintenant, de plus en plus, comme tu l'as dit très justement, ça se professionnalise. Mais je pense que c'est dans tous les secteurs, tu vois. Euh, il y a un moment où, quand il y a des abus, eh ben, il y a des règles qui se mettent en place et il y a Mmh. des structures à avoir pour ne plus que ça soit le Far West et pour ne plus que ça soit le Dawa dans tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi que si on veut réussir sur Amazon ou même dans n'importe quel business actuel, Mmh. il va falloir faire des choses d'un point de vue professionnel. Mais je pense aussi que un débutant, à partir du moment où, et ça c'est très, il faut vraiment en prendre conscience en fait, c'est que j'ai le sentiment et j'en suis persuadé que n'importe qui peut réussir sur Amazon ou dans n'importe quel business, hein, à partir du moment où il réfléchit, Mmh. il essaye pas d'escroquer ou d'entourlouper le fisc ou ses Mmh. clients ou ce que tu veux, donc qui soit carré, qui devienne de plus en plus professionnel, qu'il ait un petit peu de trésor pour investir et surtout pour résoudre les problèmes qui vont arriver. Et il lui faut un dernier point et de la zénitude et de la sérénité pour, encore une fois, résoudre les problèmes qui peuvent arriver. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Et comme tu le dis, le rep, la rep, elle, personne, quand ça tombe, personne est capable de te dire comment résoudre ce problème qui tombe sur la gueule des Mmh. vendeurs Amazon. Et pourtant, tout le monde, ou une majorité, réussit à s'en sortir. C'est simplement parce que tu as vu le problème, tu l'as analysé, tu as un cerveau, tu t'en es servi, tu as réfléchi, tu t'es entouré peut-être de conseils à droite ou à gauche,
et tu as mis en place une solution. Donc, en fait, des problèmes, il y en aura Et il y en aura tout le temps. quotidiennement, tout le Mais temps, oui, tout le temps. mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais alors là, tu viens de citer un exemple parfait en fait. C'est que en fait, on t'explique pas. Tu vois, on t'impose une nouvelle taxe comme ça sans t'expliquer ce qu'il doit faire. Là, il y a une problématique qui va se faire avec l'Espagne. L'Espagne, en fait, tu peux pas passer. Il faut que tu passes par un agent en Espagne. Sinon, il faut passer par Amazon. Mais Amazon, lui, si l'année dernière il a considéré qu'il y avait des ventes, t'es immédiatement soumis à à la REP espagnole. Alors, tu as deux solutions. Soit tu passes par Amazon, ça te coûte 500 balles hein, quand même. Hein. Ou tu passes par un agent espagnol qui va te coûter grosso modo certainement le même prix. D'accord? Mais quand tu es un nouveau vendeur, tu as fait quelques ventes en Espagne et qu'admettons, tu en as vendu pour 150 balles, mais qu'à la fin de l'année, on te dit, bah, vous devez 500 balles. Putain. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant, il faut faire attention à ces marges. Tu parlais de la prise de risque. La prise de risque dans notre commerce, elle est hyper importante, si tu veux. C'est pour ça que moi, je suis très vigilant sur ma trésorerie. Parce que si tu, et je regarde pas mes bilans, moi, je regarde pas mon chiffre d'affaires, si tu veux. Parce que, si ta comptable, elle te dit, vous êtes en perte, etc. Toi, tu sais très bien pourquoi tu es en perte. Parce que tu as fait des frais, etc., et que tu veux baisser tes impôts. Mais si tu l'écoutes, tu vas te limiter dans ta prise de risque. Tu vas te dire, putain, ouais, bon, je suis en perte. Est-ce que là, il y a un stock qui est super intéressant. Est-ce que je l'achète? Tu vas te poser 36 000 questions. Mais si toi, tu t'es focalisé, par contre, sur ta trésorerie, que tu te dis, bah, tiens, ma trésorerie, elle est à 20. Nickel. Ma trésorerie, elle est à 25. Mon plafond, il est à 20. Tout va bien. Et ben là, tu te poses plus de questions, quoi. Et tu fonces, quoi. Et c'est ça, le commerce. Faut pas, il y a une prise de risque. Peut-être que tu vas te planter, mais le risque, il faut savoir le prendre. Tu vois, c'est hyper important. Et c'est pour ça que le cash flow, c'est hyper important dans notre activité. Voilà. Pour la prise de risque. Il y a un stock, il est intéressant, il n'y a pas de concurrence. Bon, Amazon va peut-être arriver, mais pour le moment, il n'y est pas. Ça me coûte 5000 balles, j'ai 5000 balles, je prends. Tu vois? Ce que tu ne peux pas faire quand tu as une barrière psychologique. Voilà. Ça, c'est clair et net. Et il y a un moment où il faut. Tu le disais justement dans la première interview, hein, c'est que l'argent, si tu le laisses sur le compte, il te rapporte rien. Alors que Rien. si tu achètes du stock, il va te rapporter un taux de marge que tu ne pourras jamais avoir sur une banque ou sur peut-être en crypto, mais voilà. Mais ouais, et j'en parle assez régulièrement avec Stéphane Terranova et sincèrement, lui aussi de temps en temps, il prend pas assez de risques mais là, il s'est bougé le cul là. Je l'ai appelé la semaine dernière, il s'est bougé le cul et il a investi de l'argent et du coup, moi en fait, il avait de la trésor et il disait mais si je fais rien, ça va diminuer. Ben, bien sûr. Et Mais oui. à un moment, quand t'as pas la trésor, bah, tu vas plus pouvoir réinvestir et ça sera terminé. Donc, C'est la fin. totalement d'accord avec toi. Sur la partie prise de risque, du coup, j'ai une question, encore une fois, relative à notre première interview, qui était, est-ce que tu as enfin passé le cap d'aller sur du retail à des prix de 500-600 euros? Euh, Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, mais je trouve pas spécialement les produits en fait, pour le coup. Pour le coup, j'arrive pas à trouver les produits. Ah, Donc, j'aurais pas de mal. Hein, ça m'est arrivé d'acheter des produits à 100 balles, quoi. Mais j'arrive pas à trouver le gros truc. Ou alors, ouais, si les marges, elles vont pas être énormes, si tu veux. Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, plus t'achètes petit, plus les marges elles sont fortes. Quand j'achète des stylos, je fais du x5, ah tu oui. vois, avec des fortes vélocités de vente, tu vois. Et plus j'achète des produits coûteux, et moins les marges sont importantes. Donc la question c'est, tiens, finalement,
ben, vaut peut-être mieux s'organiser, avoir une force de travail importante, tu vois, une rapidité d'exécution dans la mise en expédition, si tu veux, que d'aller sur ce genre de truc. Quand j'envoie 100 stylos qui m'ont coûté 1 euro et que je fais 3 euros de marge bénéficiaire, bah c'est plutôt pas mal si tu veux. Bien. C'est plutôt hyper intéressant. Si tu as 4 séries comme ça, 4-5 séries comme ça, c'est plutôt C'est cool, clair. tu vois. Tu vois. Donc, ouais, je pourrais faire, mais j'ai pas l'opportunité qui se présente en Ok. fait. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que tu vends toujours des livres? Non. T'as fini les livres? Pourquoi? Ouais, j'ai arrêté les livres. Pourquoi? Parce que je passais par un fournisseur qui était très bien, hein, mais bon, il mettait pas sous blister et ça m'ennuyait parce que j'ai eu des retours qui m'ont un peu chagriné. Comment taxe sur les livres un peu plus importante et de plus en plus de concurrence extrêmement agressive. Donc, qui a fait que j'ai stoppé. Ok. À regret, pour le coup. Je voulais qu'on discute sur la nouvelle loi avec le minimum de frais de port qui est passé là depuis Ah ouais. quelques mois, voilà. Mm. Et je pensais que c'était quelque chose qui t'avait justement impacté, mais vu que tu as complètement arrêté de vendre des Voilà. livres, ben ça résout le problème. Mm. Ah, non, c'est compliqué les livres maintenant. Hein. Je pense même qu'il y a je te donne un exemple. Tu as un très gros fournisseur de livres, Maxi Livre. Maxi Livre, qui est un gros fournisseur et qui s'est mis à la vente en FBA sur Amazon. Donc autant te dire que quand ils sont dessus, c'est compliqué, quoi. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Galax, on va Mhm. rentrer un petit peu dans le concret, si ça te dérange pas. Parce que là, ça fait Même- une interview et demie maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que on parle, on donne des conseils, on donne des petites astuces, des tips, on motive les gens. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait quand même un petit peu de, 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 de- de cas concrets. Mhm. Et c'est ce que j'adore, moi, en fait. C'est ce qui me permet de bien Mhm. comprendre les choses. Et je pense que je suis pas le seul. Est-ce que ça te dérange qu'on fasse un petit cas concret de online arbitrage de comment je trouve un produit, comment est-ce que je regarde si le Keepa et comment lire les graphiques de Keepa Mhm. et intéressant ou absolument pas intéressant. Ça te va? Ouais, ça me va. Alors, je vais te donner le basique. Tout pour commencer, parce qu'après, ça devient, si tu veux, si tu rentres dans le détail, il faut lire de la data. Là, on rentre un peu dans le dur, mais comment je te fais une analyse rapide, ce qui peut être fait rapidement quand tu vas chasser dans un magasin. Allez, go. Alors là, je vais partager mon écran. Tac. Je vais taper allez, quoi, crème Nivea. Ça te force chance de tomber sur mes produits. Hein. C'est vrai? Ah pardon, désolé. Non, c'est pas grave, je plaisante. Allez, tiens, sponsor, on va pas cliquer sur du sponsor. Allez, on va prendre celui-là, là, Nivea Soft Crème. À Alors, tu 2 vois là euros. déjà, ouais. Alors déjà, quand tu commences, tu vois, donc Amazon, c'est vachement bien foutu. Hein. D'ailleurs, vous le savez en privé de label, hein, puisque l'objectif pour vous, c'est d'être en première page en fait. Hein. Exact. Donc déjà, c'est toujours classé de la meilleure vente du haut vers le bas. Oui. Donc tu sais déjà que là, ces produits-là, ceux qui sont dans le haut, ils se vendent bien. Ok. Hmm. Ensuite, je fais quoi? Alors, donc là, il semblerait. Alors, descends sur le graphique qui passe si tu l'as. Voilà. Donc là, tu vois déjà, là, il y a un problème. Là, C'est tu as quoi le Amazon problème? qui est dessus. Tu vois? Regarde le prix tout en bas là. Ça, c'est Voilà. Amazon. Ça c'est Amazon. Donc, autant te dire que là, faut pas y aller. Ok. Là, quand il y a Amazon, il faut pas y aller. Parce que, alors, si tu remontes sur le prix, tu vas aller dans 9,4 à partir de 2,65 là. À droite. Tu le vois?
De quoi? Autre vendeur sur Amazon. Oui, là. Voilà, alors rentre dedans. Voilà. Alors, donc tu vois, afficher plus. Là, sur celui-là, là? Ouais, celui-là, ouais. Ouais, c'est Amazon. Voilà, c'est Amazon. Donc là, c'est pas la peine, hein. Regarde, c'est tout simple, hein. Prix vendu par Amazon, 2,55 €. Le deuxième vendeur FBA, 8,35 €. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, si tu veux, il faudrait approfondir, voir un peu le stock d'Amazon. Le problème, c'est qu'Amazon peut cacher son stock. Il peut te mettre 3 en stock alors qu'il y en a indéfiniment. Donc ça, clairement, faut pas y aller. Vert, une courbe Ouais. verte qui doit être hyper assurée. Parce que de toute façon, ça bon, comme c'est en haut de la page, c'est un produit qui se vend très très bien et constamment. Alors, il y a un deuxième petit indicatif parce que parfois, ce qui arrive, c'est que Keepa, pour différentes raisons, vont pas forcément mettre un graphique vert. Alors, pour être certain, il faut descendre un peu plus bas et aller regarder les évaluations. Ok. Et ça, c'est un très très bon indicatif, les évaluations. Alors, attends. Allez. Tac, ici. Et là, je Là, fais tu vois, une normalement, même vente. ils doivent même indiquer numéro 1 des ventes. Ouais, tu vois. Euh, Donc 12 février 2024, donc ça s'est vendu récemment. Si tu remontes encore, février 2024. Donc voilà, bon, de toute façon, c'est un produit qui, là, tu as 4 avril 2024. Bon, Ouais. c'est un produit qui se vend quand même hyper régulièrement. Donc, s'il n'y avait pas Amazon, on peut estimer que ça se vendrait. Alors, il y a un petit truc qui Ouais. peut être intéressant aussi. Si tu peux retourner dans autre Ouais. vendeur, là, comme tu étais tout à l'heure. Voilà. Donc, si tu vas sur J'y autre suis. vendeur. Ok. Alors, le deuxième vendeur en prime remonte, voilà, qui est à 8 euros, voilà. Alors, 8,55. Donc, expéditeur, voilà. Alors, ça c'est étonnant parce que ça, c'est un vendeur qui vend plutôt pas mal, hein. 806 évaluations en prime, c'est bien. Donc, j'imagine que ben non, mais même sans ça. Ouais, alors, lui, s'il a acheté, c'est pas un novice, hein. C'est un vendeur qui est quand même assez connu. S'il a acheté, c'est que tu as très grande chance que c'est un produit qui se vend dans les autres pays d'Europe où D'accord. Amazon n'est pas installé. Tu vois, ça, c'est un bon indicatif. Tiens, c'est bizarre parce que je m'attendais en fait, je m'attendais à voir Ok. un nouveau vendeur dessus. J'avais pas capté le système avec Amazon, mais là, lui, il connaît. Donc à mon avis, ça vend, mais dans un autre pays où Amazon n'est pas D'accord. installé. Ok. Très clair pour moi. On va essayer de prendre un autre produit, Mhm. si ça veut bien. Hop. Qu'est-ce on peut taper quoi du coup? Tiens, mais le petit Marseillais peut-être. Normalement, il y a pas mal de produits où Amazon n'est pas forcément installé. Ok. Voilà. Je prends lequel? Prends shampoing. J'ai le douche, j'ai le douche. Voilà. Donc, là, tu vois tout en haut. Alors, généralement, Amazon, c'est toujours en haut de page, hein. Forcément, ils vendent moins cher. Donc généralement, c'est eux qui ont la buy box. Alors, si tu descends un peu plus bas, descends. On va essayer de trouver un vendeur tiers. Tiens, le rose, le petit Marseillais, là, c'est, Celui-là? non, trop bas aussi. Si tu descends, donc là, tu vois. Ah, alors attends, t'en avais un à 41 et quelques là. 41 et quelques. 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 41 et quelques.
Vas-y, descends encore. Tout ça, Ok. c'est Amazon, hein. Quand tu vois des prix comme ça, c'est Amazon. Tiens, là, le petit Marseillais crème douche bio amande. C'est lequel? Celui-là, là? Reste livraison gratuite. Ouais, celui qui est au milieu là, à Ouais. 41,99. Ça fait un peu cher quand même pour un gel douche. C'est un lot de 4, hein. Ok. C'est un lot de 4, mais ça se vend à ce prix-là, hein. D'accord. Alors, coût d'achat 1,50 € le flacon, hein. Ok, Donc, donc je te laisse imaginer la marge. ça fait une belle marge qui reste. Ça fait une belle marge. Et donc là, il y a qui là? Alors, Donc là, si tu c'est descends, donc Franc-Shampoing. là, Non, effectivement, c'est Franc-Shopping, pardon. Franc-Shampoing. C'est Franc-Shopping voilà, France qui me le Shopping, vend. donc qui semblerait un vendeur FBM. Ouais. Hein, c'est pas en prime, donc il expédie lui-même. Et, le prix était à 37,99. Mm. Ensuite, on est à Donc il a 39,99. baissé. Et maintenant, là, on est à 40,99. Et là, Voilà. on rebaisse un petit peu de 1 euro. Donc voilà, ça a Voilà. Donc baissé d'1 normalement, euro. là, tu vois, tu vas aller dans tous là, 582 jours. Ça, c'est la vie du produit, hein, depuis la création de la fiche. Tu vois, Ouais. ça, il faut l'avoir, c'est impératif. Mais de Donc, toute façon, je Keepa, pense que c'est quand même un... Bon, encore une fois, si tu veux avoir une réalité, ce que tu fais toujours pareil, tu descends sur les évaluations, va regarder quand est-ce qu'a été faite la dernière vente. les marges sont extrêmement bonnes, hein. Tu me dis que ça va nous coûter Ouais. 6 euros pour un lot de 4. Mm. Donc, si je fais Bah là, 41 moins les concrètement, frais tu d'Amazon. trouves ça en FBA, tu t'installes dessus, tu as de fortes chances d'avoir la buy box. Merci beaucoup, Galax. Je vais juste te proposer quelque chose et proposer quelque chose à tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit tuto un peu plus complet pour tous ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin pour que tu délivres un petit peu plus d'informations concrètes sans perdre les gens. Donc voilà, en 10, 15, 20 minutes, on prend deux, trois produits et on regarde entre guillemets qu'est-ce qui fait que un Kippa est bon, qu'est-ce qui fait qu'un produit n'est pas bon par rapport à ton Kippa. Et voilà, vraiment en 10-15 minutes pour vraiment aller approfondir les connaissances Kippa et donner un petit peu à tous ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ça sera gratuit, ça sera de l'autre côté, juste pour pas perdre toutes les Ouais. personnes sur cette Mhm. longue formation, enfin longue interview. Et voilà. Eh ben, écoute, alors, pour le coup, là, je vais plus avoir le temps aujourd'hui, mais on peut faire ça, on peut faire un petit collet dessus. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, la base à savoir, c'est que pour les débutants, hein, après les confirmés, ça, une fois qu'ils savent interpréter le Kippa, ça va être plus simple. Mais pour un débutant, si Amazon y est, faut pas y aller. Faut pas y aller. Si la courbe, elle vrille, c'est une bonne indication. Ça veut dire qu'il y a de la vente. Et pour confirmer, il faut aller regarder les évaluations. Quand est-ce qu'il a été vendu la dernière fois? Combien de fois, combien d'évaluations à peu près par mois? Ça, c'est un bon indicatif. Regardez aussi dans le temps si ça s'est vendu beaucoup. C'est peut-être parce que Amazon était très bas par le passé. Et une fois qu'il y a ça, déjà, la prise de décision, elle est simple. Après, il y a encore d'autres indicatifs, mais là, on rentrerait trop dans la technique si tu veux. Il y a les variations, il y a un phénomène aussi souvent qui se passe, c'est que parfois on peut croire qu'il y a une vente, alors que c'est un vendeur FBM qui remet son stock à jour. C'est-à-dire que Kipa va l'interpréter comme une vente, alors qu'en réalité, c'est un vendeur FBM qui remet son stock à jour parce il a vendu sur une autre plateforme. Ça, c'est ce qui peut arriver parfois aussi. Donc, Ouais, donc c'est il y des a quelques. petites, Mais la base, c'est la courbe qui passe. Si elle bouge, s'il n'y a pas Amazon et que les évaluations, on voit bien qu'il y a une continuité, c'est déjà un bon indicatif, franchement. Ok, bah écoute, on regardera ça dans une prochaine, dans un prochain tuto dédié à Kippa. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour Bah, avec cette plaisir, Jérôme. interview Galax. On en refera une dans 1, 2 ou 3 ans pour voir un petit peu là où tu en Eh ben, es. ce sera avec plaisir. Et puis j'invite tout le monde à rejoindre le petit tutoriel qu'on va faire sur Kippa et pour montrer vraiment un petit peu qu'est-ce qu'il faut analyser, quelles courbes, comment les comprendre et qu'est-ce qu'il faut
acheter en stock pour faire du retail et du online arbitrage, et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. En tout cas, je te remercie encore une fois Je t'en beaucoup prie, et à très vite. plaisir.